Alors bonjour à tous. Comme vous avez pu constater, la vidéo n'a pas pu fonctionner sur YouTube. Donc je vais essayer de vous la faire en différé. Dans notre 19e volet sur la question du sionisme et du judaïsme, je voudrais vous proposer une petite synthèse de tout ce qui a été vu jusqu'à maintenant, et ensuite expliquer mon rapport au sionisme, d'une manière un peu plus personnelle. Alors tout d'abord, on va commencer par un peu ce qu'on a abordé. On a essayé de poser la question au départ dans notre réflexion de savoir s'il existe un sionisme compatible avec le judaïsme. Quand je parle de judaïsme, je parle de tout ce qui tourne autour de la tradition juive, donc la tradition religieuse. Et on a expliqué qu'il y a d'abord une antinomie à l'origine, parce que le projet de Théodore Herzl, qui est longuement expliqué dans son livre L'État des Juifs, est un projet dans lequel est un projet purement séculier et absolument pas religieux. Donc pour aller très très vite, c'est des choses que vous pourrez trouver dans les vidéos précédentes, je vais véritablement résumer le point. Ce qui s'est passé au XIXe siècle avec la sécularisation, c'est-à-dire avec l'idée que maintenant les citoyens ne sont plus liés à leur appartenance religieuse aux yeux de l'État, ni dans le cadre social, ni dans le cadre juridique, mais comme des citoyens du pays. Cette idée, donc chère au XIXe siècle, a permis à ce que, pour paraphraser saint Paul, il n'y ait ni juif ni grec dans une nation. Alors, ce n'est pas encore la laïcité. On peut être dans un État qui est affilié à une religion, comme l'Allemagne par exemple, qui est chrétienne, tout en étant sécularisé. C'est-à-dire que si par exemple le juif ou le musulman vivent en Allemagne et qui se déclarent être juifs ou musulmans, donc une partie de leur impôt servira à financer les cultes. Ce qui n'est pas du tout le cas en France. Mais en revanche, tous les citoyens en Allemagne sont logés à la même enseigne. Cette sécularisation, elle a fait naître l'antisémitisme moderne. Ce que Hannah Arendt explique très bien dans son livre sur l'antisémitisme. C'est dans ce contexte-là qu'est issue l'affaire Dreyfus, que vous connaissez tous, qu'un général de l'armée française a été accusé de corruption. Et ce qui a été mis en avant, c'est surtout le fait qu'il était juif. Autrement dit, on n'a pas dissocié l'appartenance religieuse du personnage. Dreyfus devenait l'archétype du juif à abattre. Donc à partir de là, Théodore Herzl comprend que la raison pour laquelle le juif n'est pas assimilable, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas s'assimiler, ou il ne veut pas se séculariser, mais c'est surtout parce que les nations du monde ne veulent pas de lui. Donc de là, Théodore Herzl fait le constat que le seul moyen de produire une réelle sécularisation, c'est que le peuple juif se sécularise ensemble. Donc la conception juive de Théodore Herzl, pour lui le juif, ce que j'explique dans mon livre sur la violence que je vous ai déjà plusieurs fois présenté, pour Théodore Herzl, le juif sort de son paradigme d'une appartenance religieuse ancestrale, ou l'appartenance à un peuple biblique, d'origine biblique, pour devenir une identité moderne, affiliée à une nation. Donc on comprend que cette thèse, elle frappe de plein fouet le cœur même du judaïsme, qui lui définit l'identité juive à partir d'une appartenance religieuse, une appartenance qui est liée à la culture ancestrale du juif, et dont le rapport à la terre est un rapport indirect, c'est-à-dire que ce n'est pas un rapport qui définit l'identité du juif. Ça, c'est longuement expliqué dans mon livre Israël-Palestine, que je vous ai aussi montré avant. À partir de là, il y avait 4 écoles, en gros, pour résumer très vite, du rapport des courants juifs au sionisme. Allant des courants Satmar et les Neturei Karta, ceux qu'on appelle les gardiens de la cité à Jérusalem, qui eux rejettent catégoriquement l'État d'Israël, jusqu'à d'autres courants qui ont collaboré un petit peu avec l'État, jusqu'au courant de ceux qui sont affiliés à la pensée du Rav Kook, qui est mort dans les années 30, qui lui considérait qu'il fallait soutenir le projet sioniste, parce que c'était pour lui une avancée vers les temps messianiques.
Alors que le sionisme, idéologiquement, est une réalité en soi, c'est-à-dire une finalité. À partir de là, on comprend qu'il n'y a pas véritablement de courant religieux sioniste. Il y a des religieux qui se définissent sionistes, ça oui, mais la religion en tant que telle n'a pas de lien direct avec le sionisme. À partir de là, qu'est-ce qui reste à en dire? Alors évidemment, personnellement, moi je suis plutôt quelqu'un de moderne. C'est-à-dire que je pense que l'histoire va dans le bon sens quand elle va vers la modernité. Et que le fait d'avoir relayé les religions dans la sphère privée, tout en garantissant la liberté de croyance et la liberté de culte, mais en déplaçant le cadre religieux d'une exigence qui est liée à l'État, à la nation, on va dans le sens on avance l'histoire. Ça garantit les libertés de chacun. À partir de là, mes positions ne peuvent pas aller à l'encontre de l'État d'Israël. Je ne parle pas ici de la cause palestinienne. La cause palestinienne, elle est tout à fait légitime, mais c'est un à côté. Il faut considérer les deux éléments si on veut essayer de comprendre comment ça évolue, sans que l'un n'interfère à l'autre. Donc à partir de là, le sionisme, en tant que projet politique de sécularisation, est un projet légitime. En revanche, là où il fait question, à plusieurs niveaux, c'est lorsque ce projet est récupéré en fait par le religieux, qui le définit comme une étape vers la réalisation de la souveraineté biblique, du retour de la souveraineté biblique. Où là, effectivement, on n'est plus dans une nation moderne, on n'est plus dans cette définition séculière. C'est-à-dire qu'il y a une antinomie entre, d'un côté, le projet de vouloir faire un État séculier pour sauver les Juifs de ce qui s'est passé en Europe. Le rapport, je vous invite à voir ma vidéo précédente où j'ai parlé de la question de la Shoah. Pourquoi la Shoah a permis l'émergence de l'État d'Israël plus facilement, pas seulement d'un point de vue des Juifs eux-mêmes, mais aussi d'un point de vue de la coordination, parce que là, on était dans l'urgence, mais qu'une fois que l'État est constitué, tous les citoyens doivent être logés à la même enseigne. J'avais cité précédemment, et je le répète maintenant, un texte de Lévinas, dont j'ai oublié la source précise, dans lequel Lévinas considère que l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël, va dans le sens de l'histoire au point de définir un axe d'entrée de l'identité juive. Je dis de mémoire. Et que dans ce texte, on le questionne, ça devait être certainement une conférence ou un dialogue, je ne sais plus, sur les positions de Yeshayahu Leibovitch, dont j'ai déjà parlé, notamment à partir de ce livre, qui est un des plus intéressants, où il aborde un petit peu cette question, alors, Israël et judaïsme, ma part de vérité, où Yeshayahu Leibovitch, il se définit sioniste, mais distingue radicalement le sionisme du judaïsme. Pour lui, la question juive, qui est la fameuse question du XIXe siècle, liée à l'antisémitisme, ne peut pas être résolue à partir du sionisme, puisque ce n'est ni à l'État, il le dit très clairement, ni aux politiques de définir qui est juif. Lévinas répond à cet argument que Yeshayahu Leibovitch se situe dans un contexte dans lequel il définit le peuple juif à partir de la religion, à partir de la Torah. Alors que lui, Lévinas, veut aussi étendre cette définition à une définition politique de judéité. Bon, les deux points de vue peuvent être appréciables. Néanmoins, moi, je voudrais m'arrêter sur ce que dit Leibovitch. Leibovitch se considère sioniste. À la question pourquoi il a soutenu l'État d'Israël, la création de l'État d'Israël, il répond parce qu'il trouve légitime qu'à un moment donné, les Juifs en aient marre d'être gouvernés par des non-Juifs, par les nations.
Ce raisonnement est un raisonnement qui historiquement est tout à fait compréhensible, surtout après l'émergence de l'antisémitisme moderne, qui même s'il n'est pas chrétien, il est quand même héritier de 2000 ans d'antijudaïsme chrétien. Hein, je parle d'un point de vue historique, pas d'un point de vue de la manière dont ça a évolué aujourd'hui, et qui ensuite a donné naissance a permis, disons, pas donné naissance, mais a permis, a favorisé en fait l'émergence du nazisme, alors que le nazisme aussi est l'anti-judaïsme le plus radical, puisqu'il s'agissait d'arriver à la solution finale. Donc à ce moment-là, effectivement, il fallait trouver une solution. Le problème ici se pose d'un point de vue beaucoup plus subtil. Yeshayahu Leibovitch est israélien, il vit sa vie en Israël, il est citoyen de l'État israélien, il est pour la paix, il considère que la légitimité de l'État d'Israël sera plus raffermie si elle tient compte de la cause palestinienne, si elle est capable de partager ses frontières et d'arriver à un dialogue de paix. Ça, c'est le point de vue de Leibovitch, qui est d'ailleurs aussi le mien. En revanche, il y a ici à réfléchir sur le rapport d'un juif comme moi, parce que je voudrais parler un petit peu de ma position personnelle, à travers la question de la diaspora. Donc je vais essayer de l'aborder d'une façon voilà, un peu à bâton rompu, on va dire, pour vous donner quelques éléments de compréhension sur mes positions. J'avais écrit il y a pas mal d'années un petit article qui s'appelle « Des 36 manières d'être juif qui ne définissent toujours pas la mienne, qui ne recensent toujours pas la mienne ». Effectivement, il y a des mille et une façons d'être juif. Beaucoup de livres entiers ont été écrits où chacun y donne son point de vue. Moi, j'ai aussi le mien. Et c'est très bien qu'il soit différent de celui des autres. En revanche, le point central sur lequel moi je voudrais poser le cœur du contexte, du concept, c'est la chose suivante. Shlomo Sand, dans un de ses livres, je crois, si je ne me trompe pas le titre, parce que j'en parle dans mon ouvrage sur la violence, que j'ai déjà cité tout à l'heure, il pose une question que je qualifierais de grave question. Une question sur laquelle on ne peut pas y répondre comme ça d'une manière, d'un revers de main. La grave question que pose Shlomo Sand, je crois que c'est le titre de son livre, c'est « Comment j'ai cessé d'être juif ?» Alors, je n'ai pas de jugement de valeur, je vais juste poser ce qu'il raconte. Il rejette, en fait, toute velléité d'État juif, tout simplement parce que pour lui, un juif laïque, ça n'existe pas. Alors, en Israël, le laïque, c'est le chofshi. Il n'y a pas de terme qui veut dire laïque. Ça veut dire le non-pratiquant, le non-religieux. Alors qu'en fait, ce n'est pas vrai. Si on veut chercher l'étymologie de la laïcité, c'est la neutralité. On peut être pratiquant et laïque, et défendre la laïcité. Défendre qu'on est tous libres d'être ce que l'on veut. La laïcité accueille autant le croyant qu'elle accueille l'athée. Mais il y a des juifs qui n'ont aucun lien avec le judaïsme religieux et qui se définissent comme juifs. C'est un état de fait. C'est quelque chose que nous voyons, nous constatons. Et ça, c'est vrai dans l'histoire depuis Freud, Einstein, etc. Ils se sont toujours définis comme juifs, alors que rien dans leurs propos et dans leurs discours ne pouvait les distinguer de Einstein pour la science ou Freud pour la psychanalyse, même si on peut dire qu'elle est d'inspiration juive. Mais Freud n'en fait pas un étendard, ce n'est pas son but. On ne peut pas parler de pensée juive lorsqu'on étudie Freud, par exemple. Et pareil pour les grands philosophes qui ont travaillé sur la philosophie moderne. Même s'ils ont quand même eu, à certains moments dans leur vie, à se référer au judaïsme. Il y a même des philosophes non juifs qui se sont référés au judaïsme d'une manière parfois très, très intelligente. Donc la question n'est pas là. Pour Shlomo Sand, le projet de l'État d'Israël de définir un juif laïque, c'est un projet qui va dans le mur, puisqu'il n'y a pas de juif laïque. Donc à partir de là, Shlomo Sand considère
qu'on ne peut être juif que, c'est ce que j'ai compris de ce que j'ai lu peu que j'ai pu lire dans son livre, c'est pas une critique contre lui, je dis ce qu'il dit, que si on est affilié à la Torah. Si on ne l'est pas, ou si on ne l'est plus, si on refuse de l'être, c'est le droit légitime de tout un chacun, à partir de là, on n'a plus de raison d'être juif. Donc pour lui, l'État d'Israël ne peut pas être un État juif. Il ne peut être qu'un État au sens moderne du terme. Donc il n'est pas contre l'existence de l'État d'Israël, mais il est contre l'idée que cet État soit spécifique aux Juifs. Ça, c'est la thèse de Shlomo Sand. Cette question, elle est grave, parce qu'effectivement, comment définir un juif laïque? Avant que Shlomo Sand n'écrive ce livre dont il est question maintenant, moi j'avais commis dans mon livre Israël-Palestine, la paix à la lumière de la Torah. Il me semble que... Alors je ne sais pas s'il est ici, parce que je voulais vous le montrer quand même. Dans ce livre-là, j'explique en fait au début, dans la première partie du livre, le rapport entre Israël et l'identité juive, Israël dans le sens de terre, qu'effectivement, pour moi, il n'existe pas d'autre juif que celui de la Torah. Qu'il y a une antinomie de définir le juif sionisme par le sionisme, même si je vais après mettre de l'eau dans mon vin là-dessus, hein, vous allez voir que ça va être plus subtil, mais qu'a priori, il n'y a pas de juif en dehors de ça. Mais que je perçois néanmoins, aussi à travers ma propre expérience personnelle, donc la seule réponse que je peux donner à Shlomo Sand, c'est une réponse personnelle. Ce n'est pas une réponse généralisable. C'est que, en réalité, il y a quelque chose ici qui, pour moi, m'affecte. Ça ne m'affecte pas dans le sens émotionnel, mais aussi dans le sens rationnel. Pourquoi? C'est un peu compliqué de dire affecter rationnellement, mais il y a quelque chose ici qui me heurte, parce que je pense profondément que le judaïsme a quelque chose au-delà de lui-même. Il déborde de son seul cadre religieux. Et qu'on peut être attaché à la Torah, au sens vraiment ultime, c'est un peu mon cas, être attaché au texte juif, voir dans les textes juifs quelque chose qui alimente ma perception du monde et du quotidien, tout en étant un juif éminemment moderne, tout en croyant aux valeurs universelles de l'humanité, et tout en considérant avec Shlomo Sand que l'État d'Israël, c'est-à-dire l'État dans le sens sioniste, ne définit en rien le facteur identitaire du juif. Et qu'à partir de là, alors c'est intéressant parce que j'ai oublié de vous en parler, mais j'aurais pu, puisque maintenant que je parle de... Mais là, je risque de mettre trop de temps, le temps de retrouver le bouquin. C'est pas très grave si je ne le trouve pas. Vous avez un livre du regretté Jean Daniel, qui est mort récemment, qui s'appelle La prison juive, dans lequel Jean Daniel, qui était juif lui-même, dit dans ce livre, j'en ai parlé avec lui d'ailleurs, parce que je l'avais rencontré, il dit dans ce livre qu'en fait, le problème du judaïsme, c'est que son identité est une prison. Puisque d'un point de vue des textes religieux, aucun juif, aussi athée soit-il, et donc puisque aucun juif ne peut se défaire de sa judéité, il n'existe pas de juif qui refuse de le rester. Il fait allusion à un passage du Talmud dans le traité Sanhedrin, je ne me rappelle plus s'il le cite directement, qui dit Israël, afalpi shechata, Israël, que le juif, quand même il aurait fauté, reste un juif. Alors, c'est une idée qui heurte l'esprit. Pourquoi on ne pourrait pas refuser d'être juif? Après tout, chacun est libre. Et en même temps, d'un point de vue du judaïsme, ça nous ramène à l'idée que le judaïsme peut transcender la seule définition religieuse. Alors, lorsqu'on prend un juif, entre guillemets, laïque, un juif de la diaspora, un juif de France, par exemple, qui, lui, n'a pas ni de passeport israélien, donc il n'a pas d'identité israélienne, de nationalité, je veux dire, israélienne, ni de près ni de loin, que son identité est à la fois culturellement et à la fois d'un point de vue de son état civil
est intégralement française en l'occurrence, et qui se définit et dans sa culture et dans tout ce qui a façonné son être, dans une judéité interne au texte juif, etc., et à cette culture-là, sans forcément qu'il soit religieux, parce que je parle de mon cas personnel, qu'il soit pratiquant, à partir de là, l'État d'Israël ne lui apporte rien. Ni un plus, ni un moins. C'est un à côté. Donc, le juif israélien qui essaye de définir sa judéité d'une manière séculière et qui tout d'un coup se relie à la définition de l'État, il est dans la problématique de Shlomo Sand. Qu'est-ce que c'est qu'un juif laïque? Le juif non israélien qui vit dans les pays européens ou dans les pays aux États-Unis ou ailleurs, ou même dans les pays arabes, et qui définit son judaïsme à partir de son rapport à la nature ancestrale qui a fait le juif, à sa culture, à tout ce domaine-là, n'a pas a priori de raison de se sentir concerné par l'État d'Israël en lien avec sa propre identité. Autrement dit, s'il existe des antisionistes, qui pour moi, ce terme ne veut absolument rien dire, mais admettons, s'il existe des juifs sionistes, et même des non-juifs sionistes, pourquoi pas, qui croient en le devenir du peuple juif à travers l'État d'Israël, moi je me trouve à l'étroit, ni d'un côté ni de l'autre. Et je me considère, on pourrait dire, non-sioniste. Absolument pas antisioniste. D'ailleurs, je combats l'antisionisme, pour les raisons que j'évoque maintenant, mais que je pourrais aborder en long et en large, et même faire une vidéo entière là-dessus, pourquoi je combats l'antisionisme. Pour résumer en une phrase, je considère d'abord que être pour la paix, c'est accepter toutes les parties. Dans le Talmud, je paraphrase ici un passage du Talmud dans le traité de Bava Metzia, qui cite un verset du Lévitique 25, qui dit « Ton frère vivra avec toi ». Et le Talmud dit « Avec toi, mais pas sans toi ». De là, on comprend que ta vie passe avant celle de l'autre. Donc on ne peut pas faire la paix si le peuple qui est en face, avec qui on est en conflit, il nie notre existence. Et nous aussi, on ne peut pas nier l'existence du peuple qui est en face si on cherche à faire la paix avec lui. Donc la paix existera que lorsqu'on maintiendra légitimement les deux parties, les Israéliens et les Palestiniens. Ça, c'est mon point de vue de l'extérieur. Moi, je suis pour la paix, d'où d'ailleurs le titre de mon livre, Israël-Palestine, la paix à la lumière de la Torah. En revanche, moi, personnellement, je n'ai pas de rapport avec l'État d'Israël. Ni un rapport lié à mon identité, à mon état civil, puisque je suis français, ni un rapport lié à ma culture, parce que ma culture, elle est juive et elle n'est pas israélienne, même si j'ai rien contre la culture israélienne. Donc je ne me définis comme un juif non sioniste. Asioniste, si vous voulez. Un à côté du sionisme. À côté de la question. Lebovitch ne peut pas se définir asioniste puisqu'il est israélien. Donc il est dans sa légitimité, dans son honnêteté intellectuelle, lorsqu'il se déclare sioniste. Mais je ne suis pas du tout anti-sioniste. Maintenant, néanmoins, en conclusion, je vais ajouter quelque chose qui est expliqué longuement dans mon livre de la violence juive. Et aussi dans Israël-Palestine. Je pense que même si les raisons qui ont permis l'existence de l'État d'Israël ont répondu à une conjoncture immédiate, celle de l'antisémitisme, celle du nazisme, etc., je n'ai aucun élément objectif pour dire que ces raisons-là sont abolies aujourd'hui. Il y a encore de l'antisémitisme à travers le monde. Les Juifs ne sont pas partout véritablement considérés égaux avec les autres nations, ce qui est vrai aussi des Noirs et des minorités dans beaucoup de pays, certains musulmans minoritaires dans certains pays, les chrétiens qui sont persécutés dans des pays musulmans, etc. On ne va pas refaire l'histoire. Et par ailleurs, il y a une impulsion. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant que l'État d'Israël existe, il est de ce fait évident qu'aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas vrai il y a 20 ou 30 ans, Israël reste le lieu
où le juif, alors avant il y avait aussi les États-Unis, c'est vrai aux États-Unis, mais c'est encore plus vrai en Israël, peut vivre le mieux son judaïsme, surtout s'il est pratiquant. En dehors de ça, il y a dans l'État d'Israël pas que des choses à jeter, il y a beaucoup de choses qui sont positives, et l'espace culturel qui permet de faire évoluer la pensée juive à travers les universités, à travers les cercles d'études, etc., sont quelque chose qui peut être un élément positif dans le rapport que ce petit État il a avec les nations du monde, à condition qu'il accepte le jeu de la paix, évidemment. Tant qu'il y a la paix, moi j'ai rien contre. Et donc pour moi, l'État d'Israël va dans le sens de l'histoire. Ça c'est une mini-réponse à Shlomo Sand. Je ne cherche pas à le contredire, il fait ce qu'il veut. Moi j'essaie d'expliquer ma position. Donc je considère que l'État d'Israël est légitime de ce point de vue-là, y compris d'un point de vue de la judaïté juive. Je vous avais dit tout à l'heure au début que j'allais mettre de l'eau dans mon vin, et c'est là que je mets de l'eau dans mon vin. Qu'à partir du moment où le juif affirme sa judéité beaucoup mieux en Israël qu'ailleurs, qu'il y aille, si c'est grand bien lui fasse. C'est son droit légitime. Moi, personnellement, je ne m'y retrouve pas. Je ne m'y retrouve pas parce que je n'arrive plus du tout à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour qu'on ait à ce point amalgamé l'identité juive ancestrale avec son rapport au sionisme. Et pour mieux affirmer cette idée, je dirais ceci. J'ai lu, il y a quelques années, à Beaubourg, un ouvrage, un long texte dans une des revues scientifiques de Shmuel Trigano, un personnage assez charismatique dans la communauté juive, et qui lui a vraiment un discours très, très proche de la droite, enfin pas très proche, mais vraiment de la droite assez dure israélienne. Et dans cet article, je ne sais plus lequel exactement, c'est une de ces revues, qu'il faudrait que je trouve la référence. Il dit que l'État d'Israël a complètement chamboulé l'identité juive. Et que maintenant, l'identité juive n'est plus une identité ancestrale, mais vraiment une identité qu'il a reliée à sa terre, qu'il a reliée à son État. Il assimile en fait la conception des Juifs de France actuelle, celle qui est dominante, à ce lien avec l'État d'Israël, et il noie dans l'œuf en fait l'origine ancestrale du peuple juif. Enfin, c'est ce que moi j'ai compris de son propos. Il ne le dit pas de façon claire, mais ce qu'il dit, c'est que finalement le juif aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est celui qui se sent concerné par l'État d'Israël. Ou bien parce qu'il y habite, ou bien parce qu'il a fait ce qu'on appelle son alia, ou bien parce que déjà depuis la France, il soutient l'État d'Israël. Donc son judéité s'affirme à partir de cette nation juive qui est liée à l'État d'Israël. Alors moi j'ai été très 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 affecté quand j'ai lu cet article, même révolté. Parce que pour moi, il y a ici un danger de maintenir à la fois le cœur de l'identité juive et de l'autre, de vouloir prétendre qu'on pourra maintenir le cœur de l'identité juive qu'à partir du moment où on sera lié à l'État d'Israël, en fait. Ce qui nous ramène au fait qu'aujourd'hui, y compris chez nos politiques, y compris chez nos médias, dans l'inconscient collectif de toute la France, le juif, c'est en lien avec l'État d'Israël. Il y a ce lien indélébile qu'on ne peut pas dissocier. Alors que c'est l'antinomie de l'histoire juive au sens le plus abouti. D'un point de vue sociologique, et c'est là où moi je fais un constat malheureux, dramatique, tragique même, Trigano a raison. C'est lui qui a raison. D'un point de vue sociologique, quand on parle particulièrement des Juifs de France, ailleurs c'est très différent et heureusement, on est dans une configuration où il n'y a pas d'institution juive en France qui reconnaît un judaïsme ancestral en dehors de tout son rapport avec l'État. Et cette idée, elle va très loin. Parce que sachez que si quelqu'un il veut se convertir au judaïsme, il va aller au consistoire, il va vouloir se convertir, il a le droit,
on va l'accueillir, on va laisser le problème de l'accueil, mais on va lui donner la possibilité de le faire. C'est très long, fastidieux, il va falloir qu'il aille à des cours, il va falloir qu'il montre qu'il va à la synagogue, etc. Puis à la fin, il va passer un examen, moi j'appelle ça, il va être diplômé juif. Donc toute la spiritualité est passée un peu à la trappe, dans lequel on lui pose quelques 220 ou 240 questions, je ne sais plus le nombre exact. Et il y a une partie dans ces questions qui concerne la création de l'État d'Israël, qui concerne le sionisme. Autrement dit, on ne peut pas se convertir aujourd'hui au judaïsme, au consistoire de Paris, si on n'adhère pas aussi à la cause sioniste. C'est un scandale et c'est une aberration monumentale. Ce qui fait qu'on arrive là, il y a quelques jours, à ce monsieur Christian Estrosi, qui souhaite aux Juifs de France une fête de Yom Ha'atzmaut, une bonne fête de Yom Ha'atzmaut, le jour d'indépendance de l'État d'Israël. Et il nous demande, en France, pour, entre guillemets, le vivre ensemble, de ne pas importer le conflit qui se passe en Israël-Palestine. Alors que les Juifs français sont d'abord français, et eux, s'ils doivent fêter une indépendance nationale, ça serait plutôt le 14 juillet. Là, non, on va fêter Yom Ha'atzmaut, parce qu'on est Juifs français. Donc, ça nous fait plaisir, à nous les Juifs, qu'on nous dise ça. Et du coup, on ne se rend pas compte que ce discours exclut les Juifs de la nation. C'est-à-dire qu'en fait, il est en train de faire le jeu d'une manière positive. C'est ce que Sarkozy appellerait la discrimination positive. Puisqu'il est en train de faire le jeu de l'affaire Dreyfus. Les Juifs de France sont forcément liés à l'État d'Israël, ils vont être contents qu'on leur souhaite une bonne fête. Lebovitch dit à la question est-ce qu'il faut fêter le Yom Ha'atzmaut, il dit qu'on mette le drapeau israélien en Israël, c'est légitime, parce que ça fait partie de tout ce qu'on fait aussi en France le 14 juillet, mais c'est tout, ça ne va pas plus loin. Or là, ici en France, on va bientôt nous demander que pour nous distinguer des autres, on va mettre le drapeau d'Israël à nos fenêtres, et on va montrer aux gens qu'on est juif. Parce que chez nous, il y a le drapeau d'Israël. Mais quel rapport avec la judéité? Quel rapport avec le judaïsme? Donc moi, je ne me retrouve pas du tout ici. Je suis peut-être un peu cavalier seul, mais pour moi, même si je suis d'accord avec la légitimité de l'État d'Israël, je pense que ça va dans le sens de l'histoire et que le juif se sent plus juif là-bas, tout cela est vrai. Il reste que moi, je crois profondément à une identité juive irréductible aux aléas de l'histoire, et qui n'a pas du tout besoin de l'État d'Israël pour exister. Donc voilà, j'ai déjà été trop long, je vais m'arrêter là, et j'espère qu'on pourra en reparler. Voilà, à bientôt.